Bonsoir à tous et bienvenue dans les titres ce soir sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prononcé mercredi à New York, au siège de l'ONU, une allocution à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État a appelé à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Il a aussi appelé à la libération immédiate des 46 soldats illégalement détenus au Mali. Il est en visite de travail dans la capitale française. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été reçu au siège de l'APF à Paris. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a assuré la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone de juillet 2019 à juillet 2022. Et pour mieux comprendre la problématique du foncier rural, il fallait être au Sénat. Yamoussoukro, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a expliqué la politique foncière de notre pays. Sur le sujet, des orientations stratégiques ont été données aux sénateurs et son cadre juridique et institutionnel dévoilé. Merci de regarder notre chaîne. Mercredi, à la tribune des Nations Unies, le président Alassane Ouattara a fait sa déclaration. C'était au cours du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans cette allocution, le chef de l'État a présenté la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement du pays en faveur des thématiques importantes. Le président de la République a appelé à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, réaffirmant une fois de plus le soutien de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. Il a demandé une fois de plus la libération sans délai des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Il
Il est bon de rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce jeudi 22 septembre à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à New York, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La question des 46 soldats ivoiriens interpellés à Bamako et l'évaluation de la transition au Mali et en Guinée étaient au menu de cette rencontre de haut niveau. L'occasion aussi pour le médiateur de la CEDEAO en Guinée de faire le point sur sa récente mission à Conakry. À New York, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies au menu de la rencontre entre Alassane Ouattara et Antonio Guterres, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Des questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest africaine ont également été abordées. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, juste après son allocution à la tribune des Nations Unies, a été reçu par le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Le chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges avec le patron de l'ONU. Nous avons félicité le secrétaire général, Antonio Guterres, pour l'excellent travail qu'il fait, les initiatives qu'il a prises pour essayer de soutenir les pays les plus fragiles et aussi appeler à la conscience du monde que l'Afrique a besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons également évoqué les questions relatives à la coopération bilatérale. Comme vous savez, nous n'avons plus de troupes de l'ONU. Nous avons pu, par une bonne coopération avec les Nations Unies, l'ONUCI a quitté la Côte d'Ivoire et la sécurité est totalement rétablie. Nous avons également parlé de la sous-région, notamment la détention de nos 46 soldats au Mali. Et le secrétaire général dit qu'il s'impliquera personnellement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont par ailleurs évoqué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences pour l'Afrique et la sous-région ouest-africaine. Et en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a aussi pris part à une rencontre de haut niveau entre le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et le groupe des chefs d'État et de gouvernements africains. Les défis mondiaux actuels, notamment la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'approvisionnement en énergie et les infrastructures, le point de vue sur l'Afrique et le rôle de l'Europe dans l'élaboration conjointe d'un ordre multilatéral équitable, ainsi que les possibilités d'amélioration de la coopération ont été au cœur des échanges. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire séjourne en ce moment en France. À Paris, Adama Bictogo a rencontré le président intérimaire de l'APF. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'APF. Envoyé spécial à Paris, Herman Guibé. Siège de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, à la tête de la délégation qui l'accompagne, visite les locaux de l'institution. Il a un mot d'encouragement pour chacun des agents qui s'y trouvent. Une visite express qui fait place à un entretien avec le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs. Après avoir rappelé les liens historiques qui lient la Côte d'Ivoire à la France et l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a fait un bref exposé de sa vision concernant un certain nombre de contingences existentielles qu'il convient pour l'institution de prendre en compte dans son évolution. Côte d'Ivoire était un acteur fort, un acteur engagé, un acteur qui pèse dans l'APF. Et la formation de cette délégation en est la preuve. Dans ce XXIe siècle, quels sont les leviers de l'attractivité de cet espace francophone? Il faut donc que l'on mette en place un certain nombre de textes de loi, de mesures, d'ambitions qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, un jeune à Bamako, un jeune à Abidjan, un jeune au Cambodge se dise c'est l'espace francophone qui me plaît parce qu'il y a tel ou tel critère. Nous avons ensemble redéfini les priorités de l'APF. Et le secrétaire général a bien voulu donc nous faire le point
du nouveau cadrage qu'ils sont en train d'élaborer. Ça a été l'occasion pour moi aussi de découvrir donc, le siège de l'APF. Nous avons aussi abordé les crises de notre sous-région, en particulier le Mali, la Guinée, le Burkina. Il y a non seulement le problème interne au Mali, mais il y a aussi la situation des militaires qui créent donc une mauvaise ambiance. C'est pour cela que sur ces cas, nous pensons qu'il est bon que nous puissions organiser des délégations, des missions de très haut niveau, portées par des présidents du Parlement, à l'effet d'accompagner, d'avoir donc un accompagnement des actions gouvernementales. Les deux personnalités envisagent se revoir incessamment. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a d'ailleurs invité le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, était devant les sénateurs. Une séance d'information parlementaire au cours de laquelle il a défendu la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait en face pour le patron du Sénat et ses collaborateurs d'en savoir davantage sur les difficultés et les conflits liés au foncier rural. Kader Sogodogo. La politique foncière de la Côte d'Ivoire passée au peigne fin par le Sénat. Les conflits liés au foncier rural sont récurrents. La Chambre haute du Parlement, en recevant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a à cœur de comprendre et certainement apporter des solutions. Jano Aoussou-Kouadio, le président du Sénat, a justement des questions. Quel est à ce jour l'état de la délivrance des différents actes de propriété sur les terres rurales? Les reports successifs du délai accordé aux détenteurs de droits fonciers ruraux coutumiers pour faire constater l'exercice paisible et continu de ces droits en vue de se faire délivrer des certificats fonciers ne constitue-t-il pas un échec à faire accepter la loi de 1998 sur le foncier rural par les populations? Quelle appréciation faites-vous de la procédure de délivrance des titres de propriété foncière rurale prescrite par la loi de 1998 sur le foncier rural? À la suite du président du Sénat, les sénateurs vont poser d'autres préoccupations. Pour ce grand oral, Kobena Kwasi Adjoumani a prévu faire le grand déballage. L'agence foncière rurale a fort la clé de voûte. Son Excellence, Monsieur le Président, en mettant en place l'agence foncière rurale, a pour souci de permettre aux problèmes que nous connaissons dans le cadre du foncier rural de trouver des solutions appropriées. L'objectif que nous visions dans le cadre de la délimitation des territoires villageois est de pouvoir délimiter 8516 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5017 villages délimités. Nous avons pu, avec l'AFOR, réaliser un exploit en délivrant plus de 24 000 certificats fonciers. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, annonce dans les mois à venir un colloque autour du foncier. Ministère technique, société civile et élus vont mettre le pied dans le plat. Économie à présent avec la 6e édition de Business to Government, B2G officiellement ouverte à Abidjan. La rencontre entre l'État et le secteur privé permet de maintenir le dialogue entre les deux entités. Les débats ont porté sur les problématiques conjoncturelles et structurelles, des problématiques qui impactent le développement des activités économiques. Une rencontre suivie par Mamadou Kwasi.
Spécialisée dans le domaine de l'immobilier, Nadia Sidibé est présente ce jour dans la commune du Plateau pour échanger avec des structures étatiques pour le développement de ses activités. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des informations que je ne savais pas. Déjà le GPME, une structure, le fonds d'accompagnement pour les PME que je ne savais pas, qui pouvait garantir des entreprises auprès des banques. Nous sommes à la 6e édition de Business to Government, encore appelée B2G. Une tribune de rencontres et d'échanges entre le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire sur les réformes et les opportunités économiques. Pour cette édition, elles sont 38 structures étatiques. Il est important pour nous de sensibiliser davantage les pouvoirs publics sur le fait qu'il existe une loi qui protège les auteurs, les interprètes, les producteurs, et sur le fait que chaque utilisation publique d'une œuvre doit donner lieu préalablement à une autorisation et un paiement de redevance. En plus de ce business to government, le comité de concertation État-secteur privé lance également le réseau de ses points focaux, un outil d'animation du dialogue qui implique l'ensemble des parties. Les points focaux sont le premier maillon qui anime le dialogue entre l'État et le secteur privé. Au niveau du secrétariat exécutif, nous traitons les préoccupations du monde de l'entreprise. Et pour traiter ces préoccupations au quotidien, nous avons besoin de ces points focaux que nous avons mis en réseau. Maintenir un dialogue franc et constructif à travers le comité de concertation État-secteur privé demeure une priorité du gouvernement afin d'instaurer un climat de confiance propice au dynamisme de notre économie. Cette écoute permanente du secteur privé et des entreprises doit se refléter à tous les niveaux de l'administration publique. Le réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé regroupe les acteurs des structures de l'administration publique, les organisations professionnelles et consulaires, la société civile, la presse, le secteur privé et les missions diplomatiques. On retourne à Yamoussoukro où il se tient un séminaire d'évaluation de l'intégration du personnel féminin au sein des effectifs de la gendarmerie nationale. La rencontre est présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nasseneba Touré représente à cet effet le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. C'est un compte-rendu de Kader Sogodogo. Des femmes gendarmes, une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 14 octobre 2014. 8 ans après, la gendarmerie nationale évalue cette présence féminine en son sein. Une femme pour représenter le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, plante le décor. Presque un aveu. En 2014, la première dame est montée au créneau, appuyée de ses sœurs, mesdames les ministres, d'autres responsables de la République. La gendarmerie a tenté de résister afin que le personnel féminin n'y soit pas accepté. Mais prenant son marteau de commandement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tapé sur la table et a dit « Je décide qu'à compter de ce jour, le personnel féminin sera recruté au sein de la gendarmerie nationale. » Les quelques jours ou les quelques mois ou années que ces dames ont passé avec nous nous rassurent, nous montrent bien que nous nous étions trompés et que la Première Dame et le Président de la République avaient bien raison. Les personnels féminins ont leur place, bien leur place au sein de la gendarmerie nationale. Les femmes seront à l'œuvre dans tous les secteurs pour contribuer à l'essor de la Côte d'Ivoire. Il s'agit simplement de restaurer la femme dans ses droits en tant que citoyenne et actrice de développement de notre nation. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de rendre un hommage appuyé à mes sœurs, à mes filles qui ont décidé d'embrasser cette noble coopération. Ces femmes courageuses
brise ainsi les tabous et les stéréotypes selon lesquels certains métiers sont fermés aux femmes et aux jeunes filles. La Grande Muette comptabilise à ce jour 371 femmes, dont 11 officiers. Certaines parmi elles ont pu montrer leur savoir-faire à travers des exercices bien maîtrisés. Et sur un tout autre plan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était ce jeudi face aux internautes. Le professeur Adama Diawara était l'invité du 6e numéro du GovTalk, une tribune d'échange mensuelle initiée par le CICG en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement. Il a répondu aux préoccupations des internautes. On en parle avec Sephora Zegui. Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GovTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants, l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois. Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Le président Ouattara, comme à son habitude, a donné les moyens qu'il faut à notre sous-secteur pour pouvoir remplir cette mission qui lui a été confiée. Alors, je ne vais pas être exhaustif, sinon on y passerait la journée, mais je vais citer quand même quelques cas de financement de l'État depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Je commencerai par la réhabilitation de toutes les universités publiques existantes. Bon, ça a coûté quand même pas mal de milliards. Et dans la foulée, les 2 URES, unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougu et de Daloa, ont été transformées en universités. On a eu droit à l'ouverture de nouvelles universités, notamment l'université de Mans et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui ont ouvert leurs portes en 2017. Et ensuite l'université de San Pedro qui a ouvert ses portes en octobre 2021. Et bon, actuellement, évidemment, on a l'université de Bondougou qui est en construction, qui va ouvrir bientôt ses portes. Au niveau, j'aurais dit, œuvre sociale, la réhabilitation de toutes les résidences universitaires avec les restaurants universitaires qui vont avec. Au cours de cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, la question de la bourse universitaire est revenue sur la table. Adama Diawara donne plus de détails. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une demande de bourse à la direction des bourses, à l'immeuble Noguès au plateau. Et évidemment, il y a des critères pour avoir la bourse, pour avoir droit à la bourse. Il y a un certain nombre de critères. Si vous remplissez ces critères, pas de problème, vous aurez droit à la bourse. Mais évidemment, dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée au paiement des bourses. Mais je pense qu'avec une mention assez bien, bon, vous avez toutes vos chances. Concernant le recrutement des enseignants dans le supérieur public, la tutelle est claire. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, c'est en moyenne 450 recrutements par an, en moyenne, ce qui fait près de 5 milliards de dépenses au niveau étatique par an. Et bon, on peut aussi citer au niveau de la recherche scientifique l'augmentation des primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, une augmentation qui va de 208 à 250%. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, on a créé le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, avec un fonds d'établissement qui est passé récemment à 10 milliards. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en faveur du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Malgré cela, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans notre sous-secteur, qui sont de véritables défis. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que des universités ont été également équipées en salles de laboratoire et de travaux pratiques. À Cocody, la réhabilitation de l'atelier du génie mécanique a coûté plus d'1,4 milliard de francs CFA. Le professeur Adama Diawara s'est également prononcé sur les problématiques de la mise en œuvre du système LMD, de la réforme du BTS, de l'inadéquation formation-emploi et de l'obtention des bourses étrangères. Le GovTalk avec le ministre Adama Diawara est disponible sur la page Facebook du gouvernement. Un commentaire de Jean-Marc Hadjadji. On s'intéresse tout de suite au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 22 septembre
13 nouveaux cas de Covid-19 sur 445 échantillons prélevés, soit à 1,9% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 22 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 094 cas confirmés, dont 86 210 personnes guéries, 823 décès et 61 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 624 485. Le 21 septembre, 8 926 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 652 325 doses du 1er mars 2021 au 20 septembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Plusieurs acteurs du secteur agro-industriel se sont réunis à Korogo, dans la cité du Poro. Ils ont planché sur la modernisation de la filière karité. 2 jours de réflexion durant lesquels les acteurs ont relevé les problèmes et ébauché avec l'État de Côte d'Ivoire des pistes de solutions. La correspondance d'Ami Sissoko. Ils sont venus de Boundiali, Katiola, Tortière et de bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire à Korogo à l'invitation du PC7, le projet des chaînes de valeur pour l'emploi et la transformation économique. Eux, ce sont les acteurs du karité. La rencontre de Korogo qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2022 était un atelier visant à restituer les conclusions d'une mission conduite par le PC7 entre avril et août 2022 auprès des acteurs pour faire l'état des lieux de la filière et mettre en place des solutions pour son développement. On a une chaîne de valeur du karité en Côte d'Ivoire qui est au niveau de la transformation dominée par des usines qui sont artisanales ou semi-artisanales. Donc l'objectif, c'est d'appuyer les femmes qui travaillent dans ces usines pour rendre les conditions de travail un peu plus agréables et moins dures, mais aussi et surtout de voir, dans la mesure du possible, d'avoir des unités de transformation industrielle modernes et qui peuvent réellement tirer toute la chaîne de valeur avec la valorisation de tous les produits. Avec 250 000 tonnes produites par an, la Côte d'Ivoire est 5e productrice mondiale du beurre de karité derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Malgré ce rang, la filière karité, principalement animée par les femmes, évolue encore dans l'informel et doit faire face à de nombreux défis. Cette mission du PC7 et les perspectives qu'elle ouvre est donc pour les 150 000 principales actrices de la filière un véritable soulagement. Nous espérons que cette initiative va aboutir à de bonnes choses, aboutir à de belles réformes qui vont permettre à nos mamans d'améliorer leurs conditions de vie, de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. C'est une bonne chose que le président veut nous aider. En tout cas, vraiment, il voit dans nos souffrances de ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais au moins il sait la souffrance des femmes. Et vraiment, on le remercie beaucoup. Financé à hauteur de 109 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le PC7 vise à améliorer l'accès au financement et à la compétitivité des filières de la mangue, du textile et de l'habillement, du karité, du palmier à huile et de l'ananas. Avec les 21 milliards de francs CFA qui lui sont consacrés, le karité ivoirien devrait d'ici 2028 être plus compétitif sur le marché international. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministère des Transports. Le 25 juillet 2022, le ministre des Transports a reçu une copie d'un préavis de grève d'une organisation syndicale dénommée Union des syndicats de contrôleurs aériens de l'ASECNA, en abrégé USICA, qui projetait une grève de 48 heures à compter du 25 août 2022. Les discussions ont permis de trouver 11 points d'accord sur les 19 points de revendication. Alors que la dynamique de dialogue enclenchée est en cours, les 11 syndicats sous la bannière de l'USICA ont décidé de relancer leur mouvement de grève de 48 heures à compter du vendredi 23 septembre 2022 à 8 heures GMT. Le ministre des Transports note également que le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, statuant en matière de référé, a décidé de la suspension du préavis de grève par ordonnance numéro 4092 du 22 septembre 2022.
fait à Abidjan. Sinon, par conséquent, cette grève est illégale et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 22 septembre 2022, signé le ministre des Transports et par intérim le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Politique à présent, dans le Lodjibois, le secrétaire départemental du RHDP d'Ogoudou Chiepo est en tournée de remobilisation. Ali Badara Konaté a échangé avec les secrétaires de section de la sous-préfecture. Il les a d'ailleurs invités à poursuivre le processus d'implantation du parti et à soutenir les actions de développement du président Ouattara à Boussanogo. Le secrétaire départemental RHDP de Ogoudou et Chiepo dans la sous-préfecture de Divo en tournée de remobilisation à Blé et à Hermankono Garo. Ali Badara Konaté, conseiller économique et social, s'est entretenu avec les secrétaires de section de la zone de Ogoudou 2. Il les a invités à investir le terrain, puis s'est félicité des réalisations du président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord sur les stratégies pour mieux vendre le RHDP dans la zone de Ogoudou, afin que lors des élections locales de 2023, le RHDP puisse garder tous les postes que nous avons acquis. Autre étape, Hermankono Garo, où l'émissaire du RHDP a présidé une journée du vivre ensemble, organisée par la délégation RHDP de la zone d'Ogoudou. Une activité qui a connu un succès franc, eu égard à l'engouement et à la mobilisation. Ali Badara Konaté a exhorté les participants à la cohésion et à la tolérance. C'est la finale du tournoi de la cohésion Amadou Gon Coulibaly, doté du trophée Alassane Ouattara, qui a opposé l'équipe de Hermankono Garo à celle de Kwame Kro, remportée par Hermankono Garo, suivie de la remise des kits scolaires aux enfants de familles vulnérables, qui a bouclé la tournée du secrétaire départemental RHDP de Ogoudou 2. Hors de chez nous, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc a célébré mercredi à Rabat le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'ambassadeur Idrissa Koné s'est réjoui des liens de fraternité et d'amitié entre le Royaume et la Côte d'Ivoire. Il a aussi invité les opérateurs économiques marocains à investir en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Rabat, Issa Chonayo. Rabat, résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Exécution des hymnes nationaux du royaume chérifien et de la Côte d'Ivoire pour marquer l'événement. Cette célébration de l'indépendance ivoirienne post-Covid en terre marocaine est l'occasion pour l'ambassadeur Idrissa Traoré de rappeler les liens séculaires entre les deux pays. Le pays tient la barre haute. Tous les indicateurs économiques sont au vert. La Côte d'Ivoire demeure malgré tout le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest et la locomotive de la zone EMOA. Pour ces retrouvailles, l'ambassadeur met en avant les prouesses économiques réalisées ces dernières années sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se porte bien et ambitionne de devenir à la fois un pays producteur et transformateur de produits agricoles dont elle reste un grand fournisseur en Afrique et dans le monde. Il s'agit du café, du cacao, de l'anacarde, du palmier à huile, de l'EVA. Notre pays sera d'ici 2023 un important producteur de pétrole, avec la découverte de 2 grands gisements de pétrole et de gaz naturel baptisés Baleine. La Côte d'Ivoire est un pays attractif. Pour ce faire, Idrissa Traoré invite les opérateurs économiques à venir y investir. Les opportunités d'investissement existent. Les opérateurs économiques marocains en Côte d'Ivoire peuvent en témoigner. Eux qui sont présents à la tête d'importants et florissants projets dans divers secteurs d'activité, notamment le BTP, l'industrie, les mines, l'énergie, les finances, les assurances, le tourisme et les services. La culture est présente au cours de cette célébration avec le Zaouli,
patrimoine immatériel de l'UNESCO et de la musique. Pour l'ambassadeur Idrissa Traoré, la relation Côte d'Ivoire-Maroc est un cas d'école en matière de coopération sud-sud réussie qu'il faut célébrer à chaque instant. Toujours hors du pays, au Burkina Faso, après 72 heures de procès, le verdict dans l'affaire Dabo Boukari est enfin connu. Le général Gilbert Diendéré et le lieutenant-colonel Bamba Mamadou sont reconnus coupables des faits de complicité, d'arrestation illégale et séquestration aggravée. Le général Diendéré est donc condamné à 20 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende pour le meurtre d'un étudiant en médecine qui remonte à l'année 1990. Puis les autorités syriennes ont retrouvé les corps de 15 migrants au large de la ville portuaire de Tartous, dans le nord-ouest du pays. Selon le ministère des Transports, 8 autres personnes ont été secourues. Les 8 survivants ont été transportés vers l'hôpital Al-Bassel à Tartous, a déclaré le directeur général des ports syriens dans un communiqué publié par le ministère des Transports. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi et moi, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.